Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Cette semaine, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir Olivier Maes, le cofondateur de Baserow, un outil de gestion de base de données open source que vous connaissez probablement. On a longuement échangé ensemble et vous allez voir, c'était super intéressant. Allez, j'envoie l'épisode. Salut Olivier, bienvenue sur le podcast de Contournement. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour échanger avec moi. Tu es le cofondateur de Baserow, qui est un outil de gestion de base de données qui a la particularité d'être open source, donc voilà, qui permet de gérer des bases de données et bien plus. Voilà, donc on va avoir l'occasion de découvrir un petit peu tout ça. Je te propose pour commencer que tu nous parles un petit peu que tu te présentes et que tu nous parles un petit peu de ton parcours et ce qui t'a amené à cofonder Baserow. Très bien, merci Alexis, enchanté, et puis ça me fait très plaisir d'être dans ton podcast. Moi j'ai un parcours un petit peu divers, donc j'aime bien faire beaucoup de choses nouvelles, donc chaque fois quand je change d'une aventure à l'autre, il faut que ça apporte quelque chose de nouveau. Donc j'ai commencé, j'ai fait un petit peu une start-up dans le tourisme au début, puis après j'avais envie d'aller vers des sociétés plus grandes, donc j'ai passé un petit peu de temps chez KLM que j'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé ça très très vieux jeu, et puis finalement en 2000, c'est Cisco qui m'a recruté parce que je parlais l'allemand. Ils avaient besoin de gens qui puissent interagir avec les clients, surtout des gros télécoms en Allemagne. Donc là, j'ai passé beaucoup d'années chez Cisco parce que en fait tous les 2 ans, je pouvais faire autre chose. Donc j'ai fait un petit peu, j'ai commencé chez du customer service, j'ai fait du partenariat, j'ai fait de la vente, j'ai fait de la stratégie. Donc, en fait, j'ai un petit peu, pendant les années 2000 où il y avait le crash. Et puis après, pendant 10 ans, c'était la montée en puissance de tout ce qui est les réseaux, le networking, etc. Je me suis aussi occupé de ce qu'on appelle les marchés émergents, donc notamment le continent africain. Et ça, c'était fantastique parce que on avait des bureaux un petit peu dans on va dire un tiers des pays. Donc j'ai connu l'Afrique du Nord, j'ai connu l'Afrique de l'Est, le Sub-Sahara, j'étais au Nigeria, en Afrique du Sud. Donc et j'ai rencontré plein de gens super motivants. Donc je savais pas que c'était des économies et des équipes aussi vibrantes. Donc moi j'ai vraiment tombé amoureux de ce continent-là. Et puis après j'ai aussi fait un voyage de 3 mois avec ma femme avant qu'on ait des enfants, avec une Jeep. On a acheté un truc à Johannesburg, et puis on a été voyager pendant 90 jours dans tous les pays subsahariens. On a dormi dans la tente pendant 3 mois et puis fait notre petite popote dans les feux de bois parmi les animaux sauvages. Donc j'avais vraiment un coup de foudre pour ce continent-là, et puis pour aussi l'énergie, la volonté de construire des choses. Donc ça m'allait très bien comme personnalité. Et puis après Cisco, j'ai fait un petit détour à ce moment-là, c'était tout naissant, c'était le low-code, c'est Mendix qui est maintenant, s'est fait racheter par Siemens, qui à l'époque était encore une petite boîte. On était moins de 100 employés, donc, et j'ai fait un petit détour par là. À l'époque, c'était dur parce que le low-code, c'était tout niveau. Il y avait pas le no-code, ça n'existait pas vraiment non plus. Donc, j'ai fait un petit temps là-bas, puis après, j'ai trouvé ça super dur à vendre. Donc, j'ai dit, c'est peut-être pas pour moi, parce qu'on galérait vraiment chez des clients et on devait vraiment faire beaucoup d'éducation. Donc, finalement, après ça, j'ai décidé de faire complètement autre chose. J'ai dit, quelqu'un m'a approché, m'a dit, est-ce que tu serais intéressé peut-être pour devenir le directeur d'une start-up qui s'occupe du changement climatique et notamment donc des projets en Afrique, tout ce qui était récolte des eaux de pluie, la restauration des terres dégradées, et notamment en Afrique de l'Est, et puis avec une mentalité start-up. Puis là, ça m'a accroché. Donc j'ai dit, moi c'est un monde que je connais pas les NGO, je connais pas le non-profit, donc moi j'y vais. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et on a eu, c'était super, c'était une petite équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, ça s'appelait Just Dig It. Donc, c'était comme un petit clin d'œil vers Just Do It de Nike. Donc, on avait l'ambition, nous, notre logo, c'était une petite pelle qui représentait en fait les fermiers qui creusaient en fait des espèces de tranchées pour récupérer l'eau des eaux de pluie. Et on voulait que notre pelle soit aussi forte que le swoosh de Nike. Ça, c'était notre ambition. Donc, on faisait beaucoup de marketing, des partenariats, etc. Donc ça, c'était... du coup, ça m'avait ramené vers le continent africain et puis me faire autre chose, on va dire, la mentalité start-up, mais dans un monde non-profit. Et puis après 4 ans, je me suis rendu compte que c'était un monde qui était
peut-être même plus compétitif que le monde commercial. Et puis, moi, j'étais à plusieurs sommets, tu sais, comme la COP, tous des gros sommets internationaux où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blabla, c'était très politique, et finalement, on n'arrivait pas trop à faire le progrès qu'on voulait faire. Donc, ça m'a un petit peu frustré, je vais dire. Et donc, j'ai dit, je peux autant aller dans le commercial de nouveau et puis faire des donations, et puis ça aura peut-être plus d'impact que de travailler moi-même dans le monde du bénévolat. Donc, c'est là que j'ai commencé chez une société qui s'appelait CloudStack, qui faisait en fait de l'infrastructure as a service. C'était à l'époque où tous les service providers voulaient faire la concurrence à Amazon parce que tout le monde avait des data centers et ils voulaient tous faire la même chose qu'Amazon. Donc, offrir des serveurs, des virtual machines et tout ça, du stockage à la revente. Donc, nous, on avait un software qui était à l'époque pas open source d'ailleurs, et c'est ça qui a posé problème à l'époque parce qu'on s'est fait un petit peu. Il y avait le raz-de-marée avec OpenStack qui était un gros mouvement open source et finalement tout le monde est rallié vers l'open source. Et c'est là que j'ai dit l'open source c'est quand même très puissant parce que on voit que il y a moyen il y a plein de gens qui contribuent, des développeurs, et puis deux, les sociétés peuvent se l'acquérir et puis construire leur propre offre avec une offre open source. Donc on fait une offre commerciale dans le marché et du coup open source gagne toujours. Donc du coup après moi j'étais approché par le fondateur de CloudStack qui commençait une autre startup qui s'appelait Rancher Labs. Et Rancher Labs faisait en fait là c'était la nouvelle vague, c'était Kubernetes, donc, c'était tout ce qui était l'infrastructure DevOps pour les applicatifs cloud native. Donc c'est toujours encore un peu le déploiement après Docker, ça a été le déploiement on va dire qui était en vogue et qui est toujours en vogue, mais c'était très compliqué. Donc nous on avait un produit de nouveau open source sur lequel on offrait du support, et ça a très bien marché. J'ai fait ça pendant presque 4 ans, occupé de l'Europe, et donc les fondateurs étaient aux États-Unis, en Silicon Valley, et puis c'est là où on a monté une superbe boîte en fait. En Europe, on a commencé peut-être à 5 ou 6 employés, on a fini en quelques années à une quarantaine d'employés. Le revenu était d'un demi-million et allait vers 10 millions de chiffre d'affaires en annual recurring revenue en Europe. Et puis finalement, la société s'est fait racheter par SUSE, qui est le concurrent de Red Hat pour la partie Linux. Et je suis resté 1 an parce que pour se faire acheter, en général, on reste 1 an parce que c'est un petit peu ça avant d'aller faire autre chose. Et puis on a été en bourse avec SUSE. Donc finalement, c'est un super trajet avec des équipes super motivante et quelque chose qu'on a fait un peu de bout en bout. Et puis après, j'ai un peu fait la pause parce que j'étais fatigué, parce que c'était quand même très intense. Donc, je suis reparti en Afrique avec la famille. Entre-temps, j'ai eu 3 enfants et on a été en Afrique du Sud pendant quelques mois. Et puis, c'est là que l'investisseur de Bezos m'a contacté il y a en fait presque 1 an, jour pour jour. C'était début avril. Et il m'a dit, il y a un gars là, il fait un truc pas mal, c'est de l'open source, c'est dans le code, c'est le database. Je pense qu'il faudrait que tu le rencontres parce qu'il cherche un cofondateur qui puisse aider à convertir son projet open source en une société, et il a besoin d'aide. Et il a 28 ans et toi, tu as 50 ans, donc je pense que tu as un peu d'expérience à apporter dans la boîte. Et on s'est rencontrés dans la gare à Rotterdam quand je suis revenu d'Afrique du Sud. Et puis, ça a bien cliqué. Moi, j'ai bien vu la ressemblance avec Rancher Labs, j'ai vu un peu la qualité du produit, puis je me suis dit, moi, ça me tente, parce que j'avais pas été fondateur encore ou cofondateur d'une boîte avant. Et là, ça fait 1 an, et voilà. Ça, c'est un petit peu mon trajet. Donc, je pense que là, ça m'apprend beaucoup de nouvelles choses, parce que j'ai appris beaucoup de mon boss à Rancher, qui était le Chief Revenue Officer, donc celui qui c'était un des cofondateurs, et même moi, j'étais pas cofondateur, donc là, du coup, c'est une société basée en Europe avec l'équipe en Europe, et ça me permet d'être impliqué en fait dans le produit, le pricing, les partenariats, le marketing, mais aussi le dev et le support et le customer success manager, de faire plein de choses, et ça c'est super intéressant. Super, merci beaucoup pour ce partage, c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs choses que j'ai relevées, mais on va revenir dessus du coup dans la discussion, parce qu'il y a quelques petits trucs qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Est-ce que tu as un background technique ou pas du tout?
Plutôt Non, commercial? j'ai fait une étude commerciale, donc j'ai fait, ça s'appelle, à l'époque, ça s'appelait ingénieur commercial. Maintenant, je crois que ça s'appelle Master of Business Administration. Enfin, en fait, c'est une étude économique avec un peu de statistique, un peu de la physique, etc. Mais bon, c'est essentiellement pour soit faire de l'entrepreneuriat ou une connaissance plutôt commerciale. Ok. J'aime bien savoir toujours un petit peu le background. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on a tellement de profils différents qui arrivent dans cet écosystème no-code que ça enrichit vachement et ça peut impacter un petit peu la suite. Juste par curiosité, en fait, j'avais vu sur ton LinkedIn que avais fait quelque chose. Je ne sais pas si c'était des études ou si tu avais fait à la Singularity University. Oui, Non. oui, c'est. En fait, ça, c'est. Ouais, je l'ai pas mentionné parce que c'était. C'est un peu hors sujet, hein, mais j'avoue que je non, suis non, mais assez curieux parce que j'en ai déjà c'est. entendu parler et c'est. Oui, je l'ai. En fait, c'était pendant que j'étais le CEO de Just Dig It, donc cette startup philanthropique. Et en fait, eux, ce qu'ils font dans la Singularity University, c'est ils ont une approche, ils regardent les gros problèmes du monde et ils regardent, OK, quelles sont les solutions, comment la technologie peut aider à résoudre les problèmes du monde. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, ils nous ont invités ça s'est fait comme ça. J'étais un juge pendant un pitch, tu sais, une compétition où les startups vont pitcher. Donc, j'étais assis à côté de quelqu'un de Singularity University qui s'occupait en fait de recruter des nouvelles startups pour leur programme. Et puis moi, j'étais le juge à côté d'elle. Et puis on s'est parlé après. Puis elle m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu viens pas dans notre programme? Parce que nous, on a un accelerator programme et Just Dig, ce que vous faites, c'est pas mal. Et en fait, je pense qu'on a plein de choses qui peuvent vous aider, hein, parce que vous essayez de faire des choses avec des applicatifs mobiles, des satellites et des choses comme ça. Nous, on a plein de trucs comme ça. Donc, viens dans le programme et puis viens, si tu veux, cet été, tu viens sur le campus. C'est l'ancien campus de la NASA à Silicon Valley. Donc, je suis allé là-bas pendant quelques semaines et puis j'ai participé au programme. Et puis, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de par les idées. Mais j'ai aussi trouvé que, en fait, je pense que la complexité qu'ils ont, c'est que ils doivent faire la concurrence avec plein d'autres incubateurs et accélérateurs. Et le leur, il est très spécifique sur résoudre les gros problèmes du monde, mais aussi, d'un côté, ils ont aussi un programme pour les sociétés, un programme exécutif pour ouvrir un petit peu on va dire l'imagination aux dirigeants de grosses sociétés pour essayer de participer à ce changement en fait, pour créer un monde meilleur. Et je pense que ça a été, ça c'est pas facile parce que pour tourner une idée et une startup et la faire basculer vers quelque chose qui va vraiment exponentiellement, parce que c'est ça un petit peu leur exponentiellement changer le monde, c'est un challenge qui est aussi gros que n'importe quelle autre startup qui commence dans un accélérateur. Donc, mais je trouvais ça super intéressant, des gens de très haut niveau. Après, c'est vrai qu'après, on est sorti du programme un petit peu parce qu'on s'est concentré sur notre business à nous. Et c'est vrai que c'est difficile quand c'est un programme qui est essentiellement concentré en Californie et que nous, on est basé en Europe. C'est un peu compliqué d'aller dans leurs workshops, etc. Donc, mais en général, moi, j'ai été super inspiré. Ok, d'accord. Non, je te demandais parce que, alors, pour les auditeurs qui connaîtraient pas éventuellement, donc ça a été fondé par Ray Kurzweil, si je dis pas de bêtises, genre je prononce pas très bien, qui était le responsable du futur. Je sais plus comment c'était son poste chez Google, qui est un personnage assez intéressant. Et c'est marrant parce que donc ça s'appelle Singularité parce que ça fait référence à cette singularité qui serait le moment où l'intelligence artificielle prend conscience ou quelque chose comme ça. Enfin, il me semble que c'est ça le principe. Et tu vois, donc du coup, à un moment, j'en ai vachement entendu parler, j'ai lu des choses dessus et je savais pas forcément quoi en penser. Donc c'est pour ça que je prenais l'occasion de te demander. Donc, il faudrait que je revoie. Ouais, c'était non, c'est intéressant. Et puis ils ont plein de contenus très intéressants. Maintenant, ils sont très très en avant. Donc eux, leur pensée, quand tu vas à leur event, ils parlaient déjà de nanotechnologie et des choses comme ça bien avant l'arrivée de artificial intelligence. Donc ils poussent très loin la vision. Donc c'est des fois ça demande vraiment de repenser sa manière de penser. Ouais, et après la complexité, c'est comment prendre ces idées qui sont très très inspirantes et comment en fait, faut les traduire en un produit et un plan d'exécution. Et ça, des fois, il y a un gros gap quoi
entre l'idée, le concept et puis la transformation dans quelque chose de très concret. Une application pragmatique. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ok, merci pour ça. Bon, désolé, c'était une petite aparté un peu, mais je trouvais ça intéressant. Et alors, juste pour rebondir sur une deuxième chose, tu as évoqué Mendix, donc qui est un outil qu'on entend un petit peu de loin dans notre écosystème, donc plutôt low code, comme tu disais. Je trouvais ça intéressant quand tu disais, donc c'était très tôt. Est-ce que c'était trop tôt? Enfin, tu vois, quand tu disais c'est difficile à vendre, donc c'est un outil qui est quand même assez historique dans cet écosystème. Donc là, on était quoi, vers 2012, quelque chose comme ça. Enfin, quand tu dis que c'était difficile à vendre, qu'est-ce qui était, c'était la perception des gens? Enfin, je sais pas si tu veux dire peut-être un mot de ce qu'est Mendix, ce que ça permet de faire, ou ce que ça permet de faire à l'époque, en tout cas. Oui, à l'époque, ça s'appelait pas Low Code Application Development, ça s'appelait, en fait, on appelait ça Rapid Application Development Platform, du RAD. Donc, c'était un petit peu ça. Après, quand tu vois dans les cadrans magiques de Gartner, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et en fait, l'idée, c'est que, en fait, c'est la même promesse que tous les outils no-code font et que peut-être aussi les agences no-code font ou les freelancers, c'est que on va démocratiser le déploiement d'applicatifs et puis on va en fait, on va fermer on va dire le gap, enfin on va dire je sais pas comment on dit ça en français, le gap, l'espace peut-être. L'espace entre le business et les équipes IT. Donc, en fait, c'est un petit peu la même chose que le no-code ou le low-code promet. Donc, maintenant, Mendix, c'était, et c'est toujours, hein, c'est quand même des plateformes qui demandent du training, qui demandent plutôt des profils de business analyst. Moi, je l'ai vu à l'époque. Bon, c'est des choses il faut passer des certifs. Ils ont des partenaires, des gros partenaires comme Capgemini qui vont gérer les plateformes Mendix pour leurs clients, leur construire les applicatifs, faire des digital factory pour faire ça. Donc, rien que cette approche-là, ça implicite aussi que c'est pas aussi facile que tu puisses te mettre en main d'un quelqu'un qui est responsable des ressources humaines ou quelqu'un qui est un product marketer ou qui est un product manager ou quelqu'un qui s'occupe du customer service. Là, tu peux construire ton applicatif avec un outil no-code. Par contre, ça permet de faire des applicatifs plus poussés et avoir des choses où tu peux beaucoup plus toucher le code. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle vraiment du low-code et on voit le déploiement de plateformes comme ça, que ce soit OutSystem ou Mendix ou d'autres, que c'est quand même plutôt dans des secteurs précis. Bon, par exemple, Mendix est fort représenté dans le manufacturing parce que Siemens est aussi fort là-dedans. Donc, et puis, c'est des équipes plutôt quand même où c'est des plateformes où les équipes IT ont quand même beaucoup la mainmise encore dessus. Et ça dépend un petit peu des besoins applicatifs. Maintenant, pourquoi c'est difficile à vendre à l'époque? Parce que c'était nouveau, parce que il fallait expliquer ce que ça voulait dire exactement. Il fallait expliquer que ça pouvait quand même faire la même chose que le code, mais que c'était caché. Il fallait expliquer des concepts. Et on n'avait pas de notion de tarification des applicatifs. Comment est-ce que tu vas... Parce que tu as des applicatifs qui sont très, très importants. Puis il y en a d'autres qui c'est des petits applicatifs pour dire, pour gérer les vacances des employés, c'est pas... Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut par rapport à un applicatif qui va faire le track and trace de ton colis quand tu es une société de logistique qui est beaucoup plus important, stratégique, où tu vas peut-être vouloir payer 50 000 euros pour l'applicatif, alors que pour gérer les vacances, tu vas peut-être vouloir payer 2 000 euros. Par contre, c'est la même plateforme et c'est ça la complexité aussi. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, et après, de toute façon, on va revenir sur Base.ro, mais est-ce que aujourd'hui, ça te paraît plus simple? C'est-à-dire que l'éducation qui a été faite, enfin, les gens sont plus éduqués à ces contextes-là, à ces concepts-là, pardon? Oui, absolument. Je pense que la partie, on va dire, abstraction dans le monde du développement des applicatifs, elle est clairement là. Et en fait, ça se passe à tous les niveaux. Par exemple, Kubernetes, c'était une abstraction de toute la complexité de la gestion des containers applicatifs dans plusieurs environnements. Maintenant, après, on voit d'autres niveaux d'abstraction qui montent vers du platform as a service. C'est pareil dans les applicatifs. Maintenant, l'abstraction que tu vois du code en dessous, elle devient de plus en plus poussée. Et les applicatifs et les équipes IT en sont très conscientes parce qu'elles utilisent du low-code ou du no-code déjà depuis beaucoup d'années. Nous, on a beaucoup de clients, par exemple aux États-Unis, à peu près 50% de nos clients sont américains. Là, la notion de no-code et low-code, elle est déjà très, très,
très, très intégré dans les équipes IT et dans les équipes business. Maintenant, est-ce que tout le monde l'utilise? Je pense que au niveau il y a probablement 1 ou 2 projets dans des sociétés où c'est du no-code, et puis bon, la majorité reste encore du développement traditionnel. Mais ça va changer, ça va continuer à changer parce que pour la simple raison que les outils deviennent bon, après on va parler un petit peu de l'open source, mais je pense que les outils deviennent plus rapides, encore plus simples à utiliser et puis plus performants. Je pense que la grosse raison pour laquelle aujourd'hui peut-être no code ou low code n'est pas encore plus réparti dans les sociétés, c'est parce qu'il y a encore des éléments qui sont importants pour les applicatifs, on va dire, de production, où là où on a encore un petit peu des lacunes au niveau de la sécurité, de la scalabilité, etc. Mais justement, tu vois, c'est ça qui est intéressant, et pour conclure un peu sur ce côté low-code, tu vois, c'est-à-dire que moi, c'est pour ça que je m'intéresse vraiment à tout ce qui est no-code. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir un endroit du code ou quelque chose, mais il faut pas que ce soit un prérequis, tu vois. Et moi, je crois pas du tout, entre guillemets, et je trouve que c'est un peu usurpé, tu vois, toute cette notion de citizen developer, tu vois, que vendent des Mendix, des OutSystems, etc. Ça veut pas dire que c'est pas des bons outils, c'est des outils. Mais tu vois, comme tu le disais, tu vois, en fait, on se rend compte que finalement, c'est quand même des consultants qui sont formés qui vont faire payer cher leur journée, qui utilisent ces outils, et pas tant que ça, les gens dans les boîtes qui s'en saisissent. Alors que je trouve que la promesse avec des outils comme Baserow ou comme d'autres, hein, dans notre monde low-code, là, enfin no-code justement, là les gens peuvent vraiment s'en saisir, tout le monde, quoi. C'est-à-dire vraiment, et là la promesse, je pense qu'elle peut être plus accomplie. Je sais pas ce que t'en penses, et justement après ça fait la transition un petit peu avec Baserow. Je pense que en fait, la réponse c'est ça dépend. C'est en fait, moi je pense ce que nous on voit dans les sociétés, on va dire quand tu prends une société de plus de 500 employés, par exemple, tu prends 500 à 10 000 employés, voire même plus, mais on va dire des boîtes qui sont de taille moyenne. Donc là, ce que tu vois quand même, c'est que les métiers, souvent, quand ils nous parlent, ils sont accoudés avec les équipes IT. Pourquoi? Parce que pour faire rentrer un certain software dans une société, il y a une procédure on va dire, de vérification de la sécu. Il y a comment ça rentre dans notre architecture d'applicatifs et d'outils dans la société. Et puis, comment on va gouverner ce que font les gens. Donc, et ça reste, dès que tu as plus que 500 employés ou 1000 employés, tu peux pas faire ce que tu veux. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense pas forcément que ce sera le cas où tout le monde dans une société va pouvoir créer des applicatifs, même si c'est super simple, pour la simple et bonne raison que il y a une gouvernance qui est établie par les équipes IT et qui est très forte. Et moi, je souscris au fait qu'il doit y avoir une gouvernance quelque part, parce que ce soit du no-code, du low-code ou du développement traditionnel, le fait de construire des services et de construire des applicatifs et d'utiliser de la donnée, de la partager et d'interagir avec le monde extérieur ou avec d'autres départements, quelque part, ça demande une certaine approche qui doit être un peu homogène. Donc, ça veut dire que si moi aujourd'hui je suis un responsable de vente avec mon équipe de vente, si je décide que j'ai besoin de ces fonctionnalités-là pour faire mon travail, mais que finalement ça cadre pas par rapport à ce que fait le reste de mes collaborateurs qui sont peut-être responsables de vente dans d'autres territoires, après ça va être la cacophonie dans la société. Donc en fait, il va toujours y avoir moi j'ai vu que, et je pense que c'est ça qui va se passer, c'est que quelque part, il y a une gouvernance par des équipes IT qui vont dire, nous, oui, on veut inclure ce type de plateforme dans notre stack, mais on établit certaines règles de jeu qui incluent aussi une partie, on va dire, peut-être training sur comment tu développes, en fait, comment tu designs un applicatif. Quelles sont les approches, comment est-ce que tu fais pour les autorisations, comment tu fais pour ta base de données, où est-ce que ça doit être hosté, par exemple, quel type de données tu peux mettre dans quel type d'applicatif, et puis les prendre dans la main, et puis faire en sorte qu'après, ils puissent faire le travail eux-mêmes, mais que quelque part, ça passe par une équipe qui valide. Parce que si on fait comme ça veut dire qu'on respecte en fait des approches qui sont déjà établies depuis bien longtemps et qui marchent bien, les approches DevOps. C'est-à-dire qu'il y a une équipe DevOps, elle existe pas pour rien dans les sociétés, c'est qu'elle a de la valeur pour nous, pour faire en sorte que ce qui est construit soit soit sécure, soit quelque part consistant dans la société, et puis
que ça puisse scaler aussi. C'est-à-dire que que ça marche pas simplement pour 50 ou 100 000 records dans une base de données, mais que d'un coup, s'il y en a 5 millions, tout l'applicatif ne va pas faire dégringoler. S'il y a au lieu de 10 000 utilisateurs, d'un coup, il y a 50 000, au niveau de la capacité d'absorption de ce nombre d'utilisateurs, les applicatifs vont tenir le coup. Parce que c'est quand même, en général, aussi un peu l'image de marque des sociétés. Si aujourd'hui tu es une société et que tu vas commencer à construire des applicatifs qui derrière vont interagir peut-être avec des partenaires ou des clients, etc., et que tu commences à avoir des problèmes, ça a vraiment un problème sur ta réputation en tant que société. Mais tu vois, c'est intéressant le parallèle que tu fais avec le DevOps. Tu vois, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, moi, j'aime bien l'idée que potentiellement les gens puissent s'emparer des outils. Ça veut pas dire néanmoins qu'on doit faire n'importe quoi dans le cadre d'une structure et donc il doit y avoir cette gouvernance. Mais tu vois, tout ce que tu as dit dans le DevOps me semble très juste, mais j'ajouterais aussi un point, c'est que ça permet aussi d'autonomiser les développeurs. Par exemple, l'idée de l'intégration continue, etc., c'est aussi que les développeurs puissent mettre en production, par exemple. Ce qui avant ce mouvement DevOps n'était pas du tout autorisé, c'est-à-dire que ça devait passer par les Ops, et il y avait toujours cette tension développeurs, opérateurs, et les développeurs, voilà, il y avait un peu cette tour d'ivoire des Ops, les admin 6 et tout, qui décidaient quand est-ce qu'on mettait en production, et voilà, parce que forcément, ils étaient garants, comme tu l'as dit, de la stabilité, de la scalabilité, de la sécurité. Or, ce mouvement, il les rapproche un peu, c'est-à-dire qu'eux, ils font en sorte, maintenant, les DevOps, que tout soit sécurisé pour que, quand le développeur qui a bien fait son travail, qui a bien testé son code, puisse mettre en place directement, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose finalement avec si un outil no-code est bien mis en place par l'équipe IT, ensuite, il peut être utilisé correctement par un peu n'importe qui, quoi. Je vais te donner un exemple en fait très concret, peut-être ça va peut-être aider à comprendre ce que je veux dire. Par exemple, on a une grosse banque aux États-Unis, donc ils utilisent Base.ro, donc et ils vont mettre en fait, ils l'utilisent en fait comme base de données pour tout ce qui est la source de vérité, pour tout ce qui est leur treasury policies, tout ce qui est les lois dans les différents pays, etc. Et ça change tout le temps. Donc en fait, ils utilisent vraiment que base de données. Et bon, ils déploient ça dans le cloud de Azure. Ils ont une instance vérifiée. Moi, j'ai dû passer par ils ont dû dire quel type de données vont être dedans parce qu'ils veulent être sûrs que ce soit pas des données, par exemple, clients, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça avec d'autres outils, par exemple. Ils doivent dire, ils font un security risk assessment de Base.ro pour voir si nous, on a toutes les certifs, etc. Et puis après, c'est les équipes IT qui font le déploiement et c'est l'équipe procurement qui fait tout ce qui est validation du vendor, etc. Mais c'est le business qui, en fait, va l'utiliser. Mais ça fait 3 mois qu'on essaie de passer les différentes étapes parce qu'ils attendent toujours le déploiement, les équipes Ops, etc. Donc la partie, on va dire DevOps, il y a beaucoup d'automatisation et de self-service qui s'est fait pour créer des containers, pour créer des infrastructures, etc. Donc ça c'est le gros avantage des gros clouds comme Microsoft, AWS, etc., OVH. Tu peux vraiment dire aux équipes, toi tu as le droit de créer des machines virtuelles ou des containers, etc. Et puis après, tu peux déployer des applicatifs que tu as construits dans du monde no-code ou low-code et puis tu peux les déployer là. Mais bon, ça, c'est pas toujours possible avec des outils low-code parce que souvent, c'est que du SaaS. Donc, déjà, ça pose un problème. Et le SaaS, moi, j'ai des clients, je ne dirais pas les noms, mais je sais que le chef de production, il paye avec sa carte de crédit parce que c'était du Airtable et il disait, dès que je passe à Base.ro, après, moi, je vais pouvoir donner la facture à mon CIO parce que c'est lui qui doit payer. Mais là, je n'ose pas lui dire parce que je le fais un peu en shadow IT. Donc, et ça, c'est la réalité sur le terrain, c'est que des fois, tu restes dans du monde no-code à petites échelles. Mais dès que ça passe à grande échelle, et c'est là que tu vas faire face à tout ce qui est les équipes DevOps, les équipes IT, la partie sécurité. Et si on n'est pas prêt pour ça, on va jamais dans le monde no-code, on va jamais passer à l'étape suivante qui est vraiment les bases de données qui sont intéressantes, des applicatifs qui sont intéressantes et vraiment dans le cœur du métier. Avant qu'on aille plus loin, tout ça est hyper intéressant, mais justement, j'aimerais bien que tu présentes quand même Base.ro,
justement ce que c'est. On l'a évoqué un petit peu les contours, mais voilà, d'un point de vue un petit peu, alors c'est pas facile sans l'image, mais tu vois, essayer de mettre un petit peu les gens dans l'outil pour qu'on puisse continuer ensuite, mais en ayant bien ça en tête, quoi. Pas de souci. Voilà. Pour ceux qui connaissent Airtable, en fait, on est un concurrent direct à Airtable. On est ce qu'on appelle une no-code base de données, une base de données no-code. Donc, c'est-à-dire, c'est un outil pour structurer de la donnée, en fait. C'est toutes les données qui se trouvent peut-être dans des fichiers Excel pour les mettre dans une base de données avec des vues, avec des relations, avec la création de formulaires pour capturer les données, etc. Donc, l'idée derrière, c'est au lieu d'utiliser du fichier Excel, utiliser une base de données parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses avec la donnée qu'un fichier Excel. Donc, c'est pourquoi on est en concurrent de Airtable, parce que Airtable, que nous d'ailleurs on aime beaucoup, hein, c'est un super outil. Je pense qu'eux, ils ont vraiment créé ce marché de la base de données no-code et on a beaucoup de respect pour le travail qu'ils ont fait. Mais il y a des industries qui ne peuvent pas utiliser Airtable pour des raisons de RGPD, de confidentialité, pour le fait que ce que du SaaS, que tu puisses pas hoster tes données on-premises, donc sur tes serveurs ou dans ton cloud provider approuvé par tes équipes IT. Donc c'est surtout dans le manufacturing, dans les équipes IT, dans la technologie, mais aussi dans le gouvernement, dans les banques, les assurances. Et donc, c'est tous les secteurs, même par exemple dans l'agroalimentaire, donc où ils font ou dans la recherche, par exemple, ils veulent pas mettre, ou ils peuvent pas mettre les données chez Airtable. Donc, en fait, nous, on offre un outil qui est très, très similaire et qui permet de déployer soit chez nous, soit dans leurs propres infrastructures. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça ouvre encore un marché beaucoup plus grand parce que on sort un petit peu des sentiers battus des équipes marketing ou des équipes produits vers vers d'autres départements aussi qui sont beaucoup plus, on va dire, difficiles sur où sont les données et qui les host, etc. Donc, donc les départements de finance ou de le legal ou par exemple, donc c'est des départements aussi qui sont pas très friands de mettre toutes ces données-là, les contrats, les données clients dans un SaaS provider aux États-Unis. Et alors, comment ça un peu concrètement, tu vois, comment ça se présente, on va dire, si, admettons, je sais pas, je vais prendre un exemple, peut-être si je suis une association, par exemple. On sait qu'en France, souvent, les associations sont assez sensibles à ces sujets-là. Ils aiment bien l'open source, déjà, pour des raisons éthiques. Et puis, toutes les raisons que tu as données par rapport, enfin, aussi au RGPD, potentiellement. Alors, le RGPD, c'est on va dire la confidentialité un petit peu au sens large. Comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que je peux l'installer moi-même? Est-ce qu'il faut te contacter? Est-ce qu'il y a une offre cloud? Est-ce qu'il y a différentes options? Oui. Ouais, donc on a beaucoup d'associations, hein, donc des grosses et des petites qui, en effet, pour des raisons de confidentialité, veulent de l'open source, et puis parce que c'est pas cher non plus, hein, parce qu'en général, eux, ils utilisent des versions gratuites. Donc, ils peuvent utiliser une version cloud gratuite qu'on offre, ils peuvent le déployer chez eux s'ils veulent. En général, ce qu'on voit, c'est que les fondations, ils ont pas beaucoup d'infrastructures IT, donc ils préfèrent une version cloud, mais ils préfèrent la version cloud open source gratuite. Donc, du coup, en fait, en général, ces utilisateurs-là, ils commencent ou ils restent dans le cloud. J'en ai pas vu beaucoup qui font du self-hosting parce qu'ils ont peut-être pas les moyens d'avoir une équipe IT, etc. Mais bon, tout le monde en fait, on a deux offres. On a une offre cloud qui est gratuite, et puis une où il faut payer un tout petit montant parce que c'est des vues supplémentaires, etc. Et puis après, il y en a une qui est plus pour les équipes déjà plus grandes avec les droits d'accès, du support, etc. Et là, on a la même chose dans l'entreprise. Bon, on a une version qui est gratuite à perpétuité, donc c'est open source. Et puis on a une petite version avec des vues supplémentaires. Et puis on a une version entreprise qui donne tout ce qui est du audit log, des droits d'accès, du single sign-on, des choses comme ça qui sont des choses que doivent avoir les grosses sociétés pour implémenter du software. Et votre cloud, il est en Europe, j'imagine? Ou est-ce qu'on peut choisir? Ou comment ça fonctionne? Oui, aujourd'hui, c'est en Europe, enfin, c'est aux Pays-Bas. Donc, on est, parce que initialement, c'est là que le projet a commencé. Donc, on est aux Pays-Bas. Maintenant, on est en train de regarder à terme où est-ce qu'on veut migrer, parce que peut-être on va aller dans un autre cloud provider. Et est-ce qu'on va avoir, en effet, des zones
Tu peux travailler avec les cloud providers, tu peux travailler avec des availability zones. On n'est pas encore là parce que, en général, s'il y a vraiment un souci de confidentialité, les utilisateurs, ils vont prendre notre software et puis ils vont le déployer dans leur cloud. Donc, ils peuvent toujours faire ça. Donc, mais bon, aujourd'hui, on est aux Pays-Bas, on va y rester. Là, on est en train de passer tout le CRC pour être SOC compliant, HIPAA compliant pour les États-Unis, puis aussi RGPD compliant pour notre cloud provider. Donc, ça veut dire que quelque part, on doit être fin de l'été, on sera complètement compliant avec les certifs officiels, etc. Ok. Et il me semble qu'un des sujets un petit peu sur lesquels vous vous différenciez, c'est un peu cette idée de scalabilité. Donc, la manière la plus simple de le visualiser, c'est les lignes, le nombre de lignes, par exemple, dans une base de données. J'ai un peu plusieurs questions par rapport à ça. C'est-à-dire que dans l'offre cloud, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il n'y a pas de limites? Et déjà, peut-être cette question-là, et après, je vais passer à l'autre question. Oui, donc en fait dans les différenciateurs, et puis après, je t'explique un petit peu sur les lignes. En fait, la majorité des clients viennent chez nous pour une ou plusieurs des raisons suivantes. Un, c'est la partie open source qui permet en fait de dire, ils ont accès au code, et par la raison d'avoir accès au code, ça veut dire que si demain on se fait racheter ou nos prix deviennent déconnants ou on fait faillite, par exemple, ils ont le code, ils peuvent continuer à utiliser l'applicatif, et puis ça leur donne le temps qu'il leur faut pour aller transitionner vers un autre supplier, par exemple. Donc ça, c'est hyper important parce que ça leur donne l'indépendance vers Bezos. Ça, c'est super important. Limite le vendor lock-in, quoi. Ah, tout à fait, ouais. Et puis, la deuxième chose que ça permet de faire, c'est que ça leur permet de faire des modifs. Donc, nous, on a pas mal d'utilisateurs qui disent, nous, on aimerait bien cette fonctionnalité-là, mais elle n'existe pas. Est-ce qu'elle est dans votre roadmap? Si c'est pas dans notre roadmap parce que c'est trop spécifique ou parce que ils n'ont pas de temps d'attendre, ils peuvent développer un plugin. Donc, c'est en fait une fonctionnalité supplémentaire qui vont se greffer sur le code, et du coup, ils vont avoir la fonctionnalité qu'eux, ils veulent. Et ça permet de créer aussi un écosystème de développeurs qui construisent des nouveaux plugins. Nous, on n'a pas encore sur notre site, mais on est en train de travailler dessus, d'avoir ce qu'on appelle un marketplace des différents plugins pour Bezos. Tu peux se dire, et bon, tu connais un peu plus le concept des plugins, c'est super fort parce que c'est des choses qui sont faites par d'autres utilisateurs qui rendent l'outil encore plus intéressant. Après, il y a la partie des API. Donc, les API, ça permet en fait si tu veux pas utiliser l'interface de Bezos, mais juste connecter à des fonctionnalités de Bezos par de l'automatisation. Chez nous, et ça, c'est quelque chose qui est assez unique. C'est chaque fonctionnalité est en fait un endpoint API. Donc, c'est pas limité. Tu peux vraiment faire tout ce que tu fais dans Bezos avec l'interface, on va dire le user interface, donc le UI. Tu peux aussi le faire avec des automatisations, ce qui est pas mal quand tu veux l'intégrer avec d'autres outils ou tu veux être en back-end d'un applicatif front-end, etc. Vous avez si je dis pas de bêtises, vous avez des modules, un module Make et un module Zapier aussi. Ouais, et aussi on travaille beaucoup avec NV10 par exemple, qui est aussi un autre outil d'automatisation. Ça, c'est un peu le 3 workflow automatisation. Après, la dernière partie, c'est ce que tu dis, c'est la scalabilité. Donc, ça, c'est nous on sait qu'il y a des problèmes de performance avec d'autres outils no-code comme le nôtre, par exemple, comme Airtable, où dès qu'il y a beaucoup de lignes, donc tu arrives à un seuil de 30 ou 40 000 lignes, de par le fait que l'outil est téléchargé sur la machine de l'utilisateur, ça devient très lent. Ça devient lent pour faire des searches, pour aller faire quand il y a beaucoup de formulaires entre les différentes tables, etc. Donc, ça devient quelque chose qui est assez sluggish, je dis ça en anglais, donc c'est assez lent pour télécharger. Et quand tu commences à avoir des gros volumes, donc dès que tu dépasses les 50 000 lignes dans une table, il faut passer à un autre plan, il faut dupliquer la table. Alors que nous, on dit, du coup, de par ce modèle-là, tu forces un petit peu tes utilisateurs soit de faire que des pilotes et de pas garder ton outil pour les gros applicatifs de production, soit tu les pousses un peu artificiellement vers des plans très chers. On sait que le plan entreprise, c'est pas donné. Donc, sachant qu'il est limité aussi, d'ailleurs, le plan entreprise, en fait, est très limité chez Airtable, quoi. Voilà, il est limité à 250 000 lignes par appareil. Donc, alors que nous, on a des clients qui ont des millions de lignes. Donc nous, on vient de lancer la version 1.17 hier. Donc, cette version-là, c'était uniquement fait, 90%, on s'est focusé sur la performance.
Et du coup, là, on arrive à... Déjà, Base.ro était rapide, mais là, on a fait 3 fois plus rapide. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux, avec des performances en dessous d'une seconde, tu peux faire des searches et des lookups sur des bases de données qui ont 5 à 10 millions de lignes. Donc, c'est énorme. Donc, maintenant, donc, par exemple, si quelqu'un télécharge du Base.ro sur son infrastructure propre, il peut, avec notre software, aller facilement à 5 ou 10 millions de lignes dans une base de données. Maintenant, tout le monde n'a pas 5 millions, mais bon, il y en a beaucoup quand même des utilisateurs qui vont avoir 300 000, 500 000, voire 1 million de lignes dès que ça devient des bases de données conséquentes. Dans notre version cloud, nous, on a des limites. Donc, dans la version free, je crois que c'est 3 000. Après, c'est 10 000 dans la version premium, qui est la première version payante. Et là, en fait, on est passé de 100 000 à 250 000 lignes sur la version advanced, qui ont en fait le même prix que Airtable version pro. Donc, Airtable donne 50 000. Nous, on a dit, on va donner 5 fois plus. Et puis, on y va pour 250 000. Comme ça, les utilisateurs pro de Airtable, avec leur $1 par mois, ils peuvent passer chez Base.ro, et puis ça leur donne au moins encore 5 fois plus de capacité. Ok. Et du coup, alors c'est une question un peu difficile et un peu technique, mais juste curieux de si on héberge soi-même son Base.ro, est-ce que pour avoir une base de données qui ait plusieurs millions de lignes, par exemple, on doit avoir une grosse infrastructure, des gros serveurs, ou est-ce que c'est pas si que ça consomme pas? Tu disais que c'était très optimisé, etc. Mais donc, tu vois, du coup, bon, alors c'est très difficile, hein, c'est un peu... Non, mais en fait, c'est une super question, parce que, en fait, pourquoi nous, on a réussi en moins de 6 semaines à multiplier la performance de Base.ro par 3, c'est parce qu'on a fait des changements un petit peu dans le code, mais aussi dans l'infrastructure. On a été chez notre cloud provider, on a changé le type de serveur. Donc, et puis, on a changé des choses dans le CPU. Donc, en fait, c'était des choses infrastructurelles qu'on a changées. Et là, on vient de recruter, la semaine dernière, on a recruté un ingénieur DevOps pour faire que ça. Donc, en fait, pour écrire de la documentation technique pour les utilisateurs qui veulent déployer Base.ro dans tout un tas d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, tu es un petit peu tout seul quand on aide, mais c'est mal documenté. On n'a pas des trucs qui sont automatisés. Donc, en fait, on va écrire des scripts qui vont pouvoir dire, voilà, si toi, tu déploies Base.ro à tel volume, il te faut du Kubernetes, donc on te conseille de faire comme ça. Voilà un Helm chart que tu vas pouvoir utiliser pour faire les déploiements. Donc, tu vas automatiser ça. Et si tu fais ça dans Azure, on le fait comme ça. Tu fais ça dans AWS comme ça. Si tu le fais sur des serveurs du bare metal, par exemple, tu le fais comme ça. Donc, en fait, on va optimiser et documenter tout ça pour que nos utilisateurs puissent faire ça de manière beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Ok. Et alors, une petite dernière question un peu plus spécifiquement sur Base.ro avant de parler un petit peu d'open source plus généralement. Quelle est, je vais peut-être faire 2 questions en une, on va dire, mais quelle est un petit peu votre manière de consulter vos utilisateurs? Et du coup, quelle est la roadmap un petit peu, tu vois, par rapport aux choses qu'on vous demande, comment vous les priorisez, et puis qu'est-ce que c'est du coup les choses là que vous avez priorisées? En fait, on fait ça de 2 manières, en fait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand on a on a eu dans notre automatisation du marketing, quand quelqu'un fait un sign-up, nous, en fait, on a un flow qui dit, OK, est-ce que c'est une société de moins de 500 employés ou de plus de 500 employés quand ils ont rempli l'information? Et puis, quand c'est plus de 500 employés, ça va dans un lead funnel chez nous. Donc, nous, en général, moi, j'attends quelques semaines. Et puis après, je regarde, OK, est-ce que c'est quelqu'un d'une société intéressante? J'envoie un mail et je dis, j'aimerais bien comprendre ton use case. Est-ce que tu es ouvert pour en parler? Et bon, des fois, ils répondent, des fois, ils répondent pas. Mais quand ils répondent, du coup, on comprend ça, on commence à connaître un petit peu les cas d'usage et avoir des retours d'expérience. Après, on a beaucoup d'utilisateurs qui nous demandent, soit ils ont des questions. On a un forum open source, donc de nos utilisateurs, où on a beaucoup de feedback, etc. Donc, c'est une communauté d'utilisateurs pour des utilisateurs et qui est en fait animée par notre community manager. Donc, on a beaucoup d'infos de cette partie-là. On a ça aussi sur GitLab et GitHub. Et puis, on a des utilisateurs qui nous contactent, les équipes ventes. Et nous, en général,
les conversations sont centrées surtout sur c'est quoi le use case, c'est qui les utilisateurs, c'est quoi en fait l'impact des équipes. Donc, est-ce que c'est du gain de temps, est-ce que c'est des gains de coûts, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les développeurs, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend et en fait on documente tout ça et puis on demande les feature requests qui rentrent. Nous on a développé dans Bezro un système de rating. Donc on regarde, il y a 3 aspects qui sont des aspects positifs et qui ajoutent des points. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va aider à l'adoption? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir générer des revenus? Et est-ce que c'est quelque chose qui cadre dans notre vision stratégique? Donc, tout ça, tu peux faire un score de 1 à 6. 6, c'est bien, 1, c'est pas bien. Et puis, de l'autre côté, c'est les coûts. Donc, 1, est-ce que c'est difficile à développer? Est-ce que c'est difficile à maintenir? Et est-ce qu'il y a du risque parce qu'on ne sait pas bien faire? Okay? Donc, et après, on prend pour chaque feature, on prend ces 6 points-là. Ça donne un score final. Et puis, après, on regarde... dans Bezro, ok, c'est qui les top 10? Et puis là, par exemple, vendredi, j'ai un call avec j'ai un call avec les équipes dev et puis on regarde qu'est-ce qu'on priorise. Et puis on regarde, ok, bon, en fait, les points, ça nous permet déjà de pas se focuser sur des choses parce qu'il y a un vendeur qui crie plus qu'autre, qui dit, ça, c'est super important pour mon client. Puis on regarde, finalement, le score, il n'est pas très important, donc on va pas le faire aujourd'hui. Et alors, si on le fait pas, on dira aussi la personne qui a demandé va dire nous on va pas le faire. Par contre, si tu veux, tu peux le faire avec un plugin et puis tu déploies par exemple ça. Pour la roadmap, du coup, nous aujourd'hui on a une base de données, ça c'est important et on va rester très fort sur cette base de données. Par contre, on a beaucoup de demandes où nos clients disent moi j'aimerais pas donner accès à la base de données à un grand nombre d'utilisateurs, j'aimerais bien qu'ils puissent avoir des données qui soient resurfacées par un applicatif front-end et qui puissent faire des changements dans la base de données dans certains champs par cet applicatif. Donc, du coup, on a décidé l'année dernière qu'on allait construire notre propre app builder. On est en plein dedans. On va le lancer en programme alpha privé cet été. Et puis, le but, c'est que quelque part en septembre-octobre, on le release comme general availability. Ce que ça va pouvoir faire, c'est que aujourd'hui, dans Bezro, vous faites des tables comme Airtable, par exemple, mais il y aura la manière de faire un applicatif. Donc, c'est pareil, ça sera du no-code. Par contre, ce sera aussi open source, qui permet en fait d'accéder au code s'il faut faire des customisations. Et ça, vous allez pouvoir en fait construire des applicatifs web sur la base de données de Bezro. Donc, avec des utilisateurs qui ne vont voir que certains champs, que certaines données, qui vont pouvoir rentrer certaines données qui vont alimenter certains champs dans la base de données, mais qui vont pouvoir aussi se connecter à d'autres bases de données. C'est-à-dire si un utilisateur fait de l'Airtable et disent moi j'aimerais bien rester dans l'Airtable, par contre j'aime bien votre app builder, tu vas pouvoir connecter avec la builder de Bezro. Donc en fait c'est une solution intégrée, mais qui va être complètement disjointe. Ou je veux dire, on va pas faire de lock-in, ou ce sera juste un écosystème. Donc tu vas pouvoir te connecter avec un fichier Excel, soit une base de données traditionnelle, soit du Bezro, soit autre chose. Et puis derrière, il y aura une partie automatisation pour les automatisations simples, elles seront natives dans Bezro. Et puis les plus complexes, nos clients, ils vont vouloir les faire avec du Make en effet, ou alors avec du Zapier ou avec du NVIDIA. Donc du coup, la vision pour nous, c'est qu'on sera le premier outil open source no code à pouvoir faire le end-to-end, la base de données, les applicatifs front-end et la partie automatisation. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment dans le marché. Donc, parce que soit c'est du Bubble, soit c'est du software, c'est toutes ces choses-là qui sont, c'est du close code. On voit aussi que Bubble essaye d'aller dans la base de données avec leur table, par exemple. Mais bon, nous, on sait la partie la plus complexe d'un applicatif, la plus complexe à construire, c'est la base de données. C'est là qu'il y a toute la logique, etc. Et chaque développeur commence toujours forcément par la base de données. C'est la base de tout. Et à partir de la base de données, après le reste, faire des automatisations, c'est pas très compliqué, honnêtement. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment encore commencé, parce que ça prend pas trop de temps de les faire. Et puis la partie front-end, c'est pas super compliqué non plus. Donc on avance bien. Donc ça, c'est où nous on va. Je pense qu'après, l'intérêt, c'est que ce seront des applicatifs. Et c'est là qu'on va peut-être concurrencer un petit peu avec Mendix et OutSystem également. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés utilisent ce type de plateforme tout en un, mais qui sont des plateformes assez lourdes, qui sont chères aussi, qui demandent beaucoup d'expérience. Et je pense que la prochaine génération, peut-être
des développeurs no-code ou low-code, ils vont peut-être pas vouloir ce type d'applicatif, de plateforme-là. Ils vont vouloir quelque chose de plus léger, où ce sera encore plus rapide. Donc, je pense qu'on va peut-être être la nouvelle génération après la génération Linux qui était la première génération low-code. Et c'est un petit peu ça l'ambition qu'on a. Et tout ça gouverné probablement pareil, peut-être avec des équipes DevOps et IT qui vont dire, c'est bien comme plateforme, nous, on va la hoster chez nous. Du coup, les applicatifs, vous pouvez faire des applicatifs internes ou externes. Et puis, et nous, on définira qui a accès à quelle partie des bases de données, etc. Donc on est assez bullish sur ce qu'on veut essayer de finaliser au niveau du produit à la fin de l'année. Et bon, après, on sera pas au niveau de Bubble, etc. en une année, ça c'est impossible, mais on va faire des choses qui vont avancer très vite, parce que nous, on fait des releases tous les mois. Et là, on a déjà une équipe dédiée pour la partie applicative, on a une équipe database, et puis après, l'automatisation, on fera ça pendant l'été. C'est très intéressant cette convergence un petit peu vers, je trouve, qui me paraît complètement cohérente, tu vois, vers le fait d'être un peu all-in-one, tu vois. Quand je vois même qu'un outil comme Zapier, par exemple, propose aussi des bases de données, extrêmement simple, et aussi un moteur d'interface également extrêmement simple, tu vois. Je trouve ça assez intéressant et c'est cohérent. Donc moi j'ai hâte de voir ce que vous allez proposer. Juste une petite question, parce que tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Vous avez rien de prévu par rapport à l'IA? Tout le monde est en train de fourrer un peu d'IA n'importe comment dans ses outils. Ah ouais, j'attendais déjà ta question. Bien sûr qu'on regarde, hein, mais je pense nous, on fait un peu attention parce que je pense qu'il faut surtout écouter ce que disent les utilisateurs. Parce que c'est vrai qu'on peut s'emballer avec des hype et puis tout le monde un petit peu se hâte pour dire, nous, on a fait un API vers ChatGPT et puis vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer le contenu et puis après, ça va être populé dans la base de données. Ça, je trouve que c'est pas de l'IA dans notre outil. C'est bien, on pourrait le faire parce que ça fait du bon marketing, parce que maintenant, on a de l'intelligence artificielle copilot, ça surfe un petit peu le marketing, mais la vraie question, c'est est-ce que ça résout un problème que nos clients ont aujourd'hui? Et je pense que nous, on préfère écouter nos clients qui disent, nous, on aimerait bien, par exemple, un exemple qui pourrait être utile, mais je sais pas encore comment le faire, c'est par exemple, aujourd'hui, il y a des fonctionnalités un petit peu plus complexes comme par exemple les formules. Est-ce qu'un IA peut apprendre à faire soit des bons schémas de base de données, soit créer des formules si quelqu'un explique ça. Mais honnêtement, on a plein d'autres choses à faire qui sont peut-être un peu plus, on va dire, directes et primordiales pour les demandes de nos clients que la partie IA. On va pas s'emballer dessus parce qu'en plus, ça change tous les 3-4 mois, ça change. Hein, bien sûr, ça évolue super vite. Et puis en fait, il y a aussi quand même des outils open source là, de IA qui sortent qui sont très, très puissants. Donc, je pense que on va un petit peu regarder comment ça se passe. Quand quelqu'un vient et nous dit c'est dommage parce que vous n'avez pas ça et ça, sinon vous gagnerez notre business. Si on dit écoutez, ça peut être intéressant pour des cas d'usage similaires, on va le faire. Ouais, non, je suis assez d'accord. Bon, on pourrait en parler longtemps, mais l'utilisation de l'IA pour le contenu, je trouve ça. Je comprends que plein d'éditeurs le fassent, c'est-à-dire ils intègrent en fait possibilité, mais pour moi ça n'apporte rien. Enfin, je veux dire, c'est la même chose d'utiliser par exemple Make ou Zapier pour aller automatiser. Exact. Je veux dire, c'est un peu plus intégré, mais ça m'intéresse. Par contre, utiliser comme, je sais pas, par exemple, nos amis chez WeWeb, maintenant, tu peux taper une phrase et puis ça va te générer le squelette du début de ton application web. Bon, ça, ok, là, c'est un vrai usage qui t'apporte. Et quand tu parles de modélisation, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Très franchement, j'y avais même pas pensé. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand on développe une application, on commence toujours par la base de données. Et quand on commence par la base de données, la première chose qu'on doit faire, c'est modéliser. Nous, on en parle beaucoup dans notre formation Airtable. Modéliser, c'est quelque chose qui est pas du tout évident pour les gens qui ne sont pas techniques. Ah ouais, tout à fait. Avoir un coup de main là-dessus, franchement, ça, je trouve que ça a carrément du sens. Hein. Ouais, parce que c'est exactement, c'est nous. Moi, je suis pas mon profil et mon caractère, je suis plutôt, on va dire, visuel et linéaire que structuré et relationnel. Hein, si tu veux, j'ai pas. Donc, pour moi, transmettre une idée
où je dis, j'aimerais bien savoir ça, ça et ça et ça, et comment est-ce que je dois construire mes tables, etc. Si je pouvais dire, moi, je voudrais avoir ce type de base de données parce que je veux pouvoir comprendre ça et ça, et que l'outil va pouvoir générer un modèle, là, je pense qu'on gagne du temps. Et pareil que ce que tu dis, c'est que avoir une idée de ce que doit être l'applicatif et puis que l'applicatif soit, on va dire, un peu autogénéré, ça peut faire gagner du temps. Maintenant, après, ça dépend un petit peu de l'outil en front-end, ça peut peut-être faire gagner du temps, mais après, si c'est assez intuitif, nous, on préfère en fait quelque part aussi qu'on travaille avec des templates. Par exemple, un template, aujourd'hui, on a des templates de base de données. Nos templates, plus tard dans l'année, vont être des templates plutôt à des applicatifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va regarder, si t'es un responsable marketing et que tu dois faire, par exemple, tu gères tes promotions, ou t'es un ressource humaine et tu, en fait, gères tous tes candidats et les trainings le personal development de tes équipes. Voilà un template d'une applicatif. Il y a le front-end, il y a la base de données, il y a les automatisations. Et puis, par contre, toi, tu peux, ça te donne 70% de l'appli, puis après, tu peux changer comme tu le veux. Donc, ça, c'est une autre manière de le faire. Et puis, bon, mais je n'exclus pas du tout qu'on fasse quelque chose comme tu dis, à la Bivev où ce soit transcrit et puis que ça génère un modèle. Mais est-ce que ce sera mieux qu'un template? Ça dépend un petit peu, quoi. Parce que tout dépend de la manière dont tu écris ce que tu veux. Et c'est ça la qualité aussi du prompt, hein, comme il dit, c'est la qualité du prompt définit en fait le output que tu vas avoir. C'est ça. En général, je pense que pour arriver à bien expliquer le modèle que l'on veut, finalement, c'est qu'on a déjà fait la moitié du travail, quoi. Exact, un modèle de base de données. Mais exact. Bon, ça peut quand même être intéressant. C'est vrai. Juste un petit détour, il ne reste plus beaucoup de temps, mais quand même, j'aimerais bien rebondir sur ce côté open source, d'autant que tu es passé par SUSE, donc qui est un éditeur assez connu dans le monde du livre, d'une distribution Linux historique, plutôt orientée professionnelle, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans le podcast, l'association de Code France a un podcast, et il y a eu un épisode il n'y a pas très longtemps avec Benjamin qui a interviewé Walid, qui est un product builder, et donc ils sont tous les deux aussi, ils travaillent dans le monde DevOps et qui viennent de ça, et ils ont parlé de SUSE à un moment, et c'était drôle parce qu'ils disaient probablement que personne qui n'a écouté cet épisode ne connaît SUSE et ne sait ce que c'est. Donc je trouvais ça rigolé quand j'ai vu ça ce matin dans ton profil. Moi je connaissais parce que mon ordi est sous Linux, je pense un des rares sur pas sur SUSE, mais donc voilà. Mais donc du coup, je rebondissais là-dessus pour l'anecdote, mais aussi pour montrer que tu évolues dans ce milieu depuis un moment. En fait, ma question qui va un petit peu résumer tout, c'est pourquoi Base.ro et open source, et quelque part, comment tu peux expliquer un petit peu, parce que souvent les gens ne comprennent pas vraiment, confondent open source et gratuit, et ne comprennent pas forcément qu'on puisse avoir un business model sain, comme il y a plein de sociétés, c'est intéressant, je ne savais pas d'ailleurs que SUSE était entré en bourse, mais il y a des sociétés qui sont historiques, aussi des Red Hat, etc., qui sont des business prolifiques, qui sont des énormes sociétés, qui sont à la base open source, etc. Et donc, pour beaucoup de gens, je pense que ça échappe un petit peu. Donc voilà, je profite de l'occasion, si tu veux un petit peu parler de ça, peut-être avec l'exemple de Base.ro ou autre, quoi. C'est une vaste question, hein, mais... Non, c'est une super question parce que peut-être beaucoup de gens qui connaissent pas l'open source pensent que l'open source c'est un petit peu un truc, c'est un peu philosophique. C'est comme une conviction. Mais en fait, c'est une conviction, mais c'est aussi une stratégie pour la majorité des sociétés dans le monde, la majorité des gouvernements. Ils privilégient d'abord l'open source. Et pour les raisons suivantes, c'est la partie vendor lock-in dont on a parlé. C'est hyper important d'avoir la possibilité de s'accaparer en fait le code d'une applicatif quand l'applicatif va être important dans ta société. Parce que c'est très, très dangereux d'être dépendant d'un supplier parce qu'il y a tellement de choses qui se passent avec des acquisitions. Et on a vu beaucoup d'acquisitions. Finalement, une société se fait racheter. Et puis, un an après, c'est mort parce que les équipes ont disparu, parce que le développement est ralenti et puis parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à bien accélérer le produit dans la nouvelle société. Donc, ça, c'est une grosse... Il y a un aspect, on va dire, indépendance et liberté par rapport aux software vendors qui construisent ces applicatifs. La deuxième chose, c'est que et ça c'est peut-être pas très connu dans le monde no-code, c'est que la communauté de développeurs qui utilisent et participent
à des projets open source, elle est énorme. C'est gigantesque aujourd'hui. Enfin, il y avait cette année, il y avait KubeCon, qui est la plus grande conférence sur Kubernetes au monde. Ils étaient à Amsterdam, c'était 10 000 visiteurs, par exemple. Mais c'est des développeurs qui travaillent dans des grosses sociétés, dans des sociétés moyennes, c'est aussi des startups. Mais bon, cette communauté, elle est énorme, elle est exponentiellement plus grande que la communauté no-code. Donc, en fait, et c'est eux, en fait, c'est ces profils-là qui vont prendre un soft qui est open source, qui vont l'essayer, qui vont regarder dans le code, qui vont voir si ça résout un problème dans leur société. Et c'est en fait une adoption qui va se faire de manière très naturelle. Parce que c'est eux, en fait, qui décident. Aujourd'hui, au niveau des CIO, ils n'ont plus du tout la main sur tous les outils qui existent. Donc, tu es vraiment dépendant en tant que, on va dire, de manager ou de C-level dans une société, de tes développeurs et des outils que eux, ils aiment. Et comment ils les découvrent? C'est dans le monde de l'open source. Ils découvrent pas ça parce qu'ils ont un freemium ou un free trial de 30 jours. C'est pas ça qui fait. Non, ils vont utiliser ton software, ils vont le partager, ils vont le mettre en pratique pour un cas d'usage qui les aide. Et après, quand ils sont prêts, et ça peut être après 3 mois, après 6 mois, après 1 an ou 1 an et demi, dès que ça devient un peu plus gros, ils disent, finalement, ça, c'est un truc qu'on veut avoir dans la boîte, mais du coup, maintenant, il faut qu'on passe par l'aspect sécurité, l'aspect purchasing, etc. Donc, ils te contactent en tant qu'éditeur au moment où ils sont prêts. Donc, c'est un autre avantage, c'est au niveau des cycles de vente. Nous, on a très peu de vendeurs. Donc, moi, j'ai juste 2 vendeurs. J'en ai un aux États-Unis et un aux Pays-Bas. Et moi, je m'occupe de la France et de l'Allemagne moi-même. Et je vais essayer un maximum de temps de ne pas recruter des vendeurs. Parce que si on arrive à être trouvé par la communauté, par l'Internet, par les utilisateurs, et que le software en lui-même a une plus-value et qu'on ne force pas les utilisateurs à acheter pour voir la plus-value à plus grande échelle, c'est ça un gros avantage au niveau de l'open source. Donc, en fait, tu te retrouves en fait avec des utilisateurs qui voient la valeur et qui sont prêts à payer quand ils veulent payer. Donc, après, au niveau des business models, il y en a plusieurs. Chez Rancher Labs, par exemple, on avait un business model où on donnait toutes les fonctionnalités gratuites parce qu'on vendait du support, parce que c'était tellement compliqué. Donc, il y a une période, il y a 8 ans et maintenant, où vraiment, Kubernetes, c'était comme apprendre du chinois aux développeurs, mais il fallait tout ce qu'il y a, donc c'était compliqué. Donc, nous, on avait des experts qui étaient très, très bons techniquement, donc on pouvait vendre du service. Là, avec Bezos, c'est un peu différent parce qu'on essaie de faire le produit aussi simple que possible pour qu'on n'ait pas besoin de support. Ok, donc là, c'est un peu une approche différente. On dit, on donne 80-85% des fonctionnalités, on les donne gratuites parce que ça permet en effet à vraiment utiliser l'outil et comprendre si ça a de la valeur. Et par contre, qui va payer? On va faire payer les sociétés pour tous ces utilisateurs gratuits. Donc, on ne va pas faire payer les startups, on ne va pas faire payer les agences ou les consultants, on ne va pas faire payer des utilisateurs, on va dire, qui sont à petit volume. Mais dès que ça devient sérieux et qu'on est vraiment utilisé à plus grande échelle avec des équipes plus conséquentes, à ce moment-là, on fait payer. Et c'est pour ça qu'on met des fonctionnalités qui sont vraiment importantes pour des grosses sociétés comme la définition de rôle, les droits d'accès, l'audit, le single sign-on, des choses comme ça qui sont hyper importantes. Et puis un contrat support pour eux aussi parce que quand ils utilisent de l'open source en général, ils sont obligés de prendre un contrat support avec l'éditeur. Donc c'est un petit peu un mix. L'innovation vient de l'open source parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui participent. C'est aussi plus sécure parce que quand il y a un security bug, il y a une grande chance que quelqu'un dans la communauté l'a vu et nous passe un message dit il y a une faille là-bas et on la corrige et du coup ta revue du code et de la sécurité, en fait, au lieu de le faire juste avec ta petite équipe à toi, tu as une grosse communauté d'utilisateurs qui peuvent te dire voilà, il y a un bug, il y a un problème et puis c'est eux qui le découvrent. Ça, c'est un truc d'ailleurs qui est un peu contre-intuitif parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que comme ton code est disponible, ça va permettre aux hackers de trouver les failles, quoi. En fait, alors que c'est l'inverse finalement qui se passe. Exact, parce que tout le monde, en fait, chaque utilisateur est quelque part un hacker et ils vont te dire c'est quelque chose qui ne va pas. Et puis un autre aspect que j'ai pas dit aussi, c'est que par exemple, nous on a une licence open source qui est MIT. Donc en fait, parce qu'il y a plein de différentes licences, mais
Quand c'est de la MIT, ça veut dire que tu peux utiliser notre software, construire ton business dessus, construire une offre SaaS, construire un applicatif dessus, le revendre à tes clients et tu n'es pas obligé de nous verser quoi que ce soit en royalties. Ça veut dire tu l'utilises et ça permet en fait de... après, avec nos partenaires, souvent, ils vendent les éditions entreprises parce que leurs clients ont besoin de ça. Donc, finalement, on arrive à s'y retrouver nous aussi. Mais on a des utilisateurs qui utilisent Base.ro gratuitement et ont un très bon business et nous payent peut-être juste 1 ou 2 licences. Donc, et ça, c'est bien aussi parce que ça permet de créer un business sur un applicatif que normalement, ça va leur prendre des années pour construire eux-mêmes. Tu fais bien de le préciser d'ailleurs, la question de la licence. C'est vrai que j'avais oublié parce que j'étais curieux parce que dans l'écosystème no-code, on a l'exemple de N8N qui a une licence qui est en fait très restrictive. D'ailleurs, il parle pas d'open source, il parle de fair code. Alors que la licence MIT, alors je suis pas du tout un expert et c'est un sujet en soi qui pourrait mériter un podcast, mais il me semble que c'est une des licences c'est peut-être la plus permissive. Oui, c'est la plus permissive. Ouais, et donc, ça, c'est vrai que c'est assez chouette d'avoir fait ça. Donc, c'est bien de le souligner, effectivement. C'est assez intéressant. Ouais, mais je pense que dans l'open source, nous, techniquement, on est open core, parce qu'on a on a des fonctionnalités qui sont payantes, mais même si les clients qui payent auront le code, mais ça va leur prendre beaucoup de temps de répliquer ces fonctionnalités-là. Donc, c'est pour ça que nous, on fait toujours attention. Qu'est-ce qu'on met dans les fonctionnalités payantes? Il faut que ce soit difficile à faire et puis il faut que ça ait de la valeur ajoutée pour l'utilisateur qui veut payer. Et parce que si on fait une fonctionnalité qui est une toute petite fonctionnalité et qu'on la fait payante, ça va être très facile de la répliquer en fait. Donc c'est toujours ça, cette balance-là. Mais de manière générale, moi je crois pas à un modèle où tu fais de l'open core ou de l'open source et que derrière tu veux essayer de limiter la liberté qui est associée avec ça. Donc, je pense que parce que là très rapidement la communauté va se retourner vers toi. Et les DevOps et les développeurs sont très sensibles à ça. Et dès qu'ils voient que, soi-disant, tu es open source, mais tu l'es pas vraiment, ils vont pas adopter. Ils vont dire, non, c'est du marketing et ils vont pas te prendre au sérieux. Donc, il faut, soit on le fait, soit on le fait pas, mais il faut pas rester entre deux chaises parce que là, tu vas être perdant. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a quelques années, Facebook avait voulu changer la licence de React, qui était une licence MIT, et ils ont voulu changer. Et en fait, ça leur est retombé dessus. Enfin, très vite, ils sont revenus en arrière. Et c'est vrai, hein, c'est important. Et je suis assez d'accord. Comme dit Maître Yoda, fais ou ne fais pas, essayez de ne rien dire. Donc, il faut vraiment faire les choses. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien, c'était hyper intéressant. Bon, il y a plein de choses qu'on aurait pu continuer à évoquer, peut-être on aura d'autres occasions. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre si les gens veulent te contacter ou suivre? Est-ce que vous documentez un petit peu des choses chez Base.ro? Oui, on a nos réseaux sociaux, hein, donc on est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on est sur Reddit et puis moi je suis sur LinkedIn aussi, hein, Olivier Maes, pareil. Donc, mais bon, si la meilleure moyen de faire, c'est il y a la communauté Base.ro. Donc, si vous allez sur le website, c'est base.ro.io et puis allez vous regarder sur la communauté, par exemple. Je mettrai les liens dans les notes. Dans les notes, voilà. On a une newsletter. Mais bon, le mieux, c'est peut-être Twitter, par exemple. Je pense que pour cette communauté, si Twitter ou LinkedIn, c'est plus intéressant. On est très actifs sur ces canaux sociaux. Ça marche. Écoute, je mettrai tout ça. Et puis, tu es aussi sur le Slack de No Code France éventuellement. Donc, exactement. On a un channel Base.ro là-dessus aussi. Absolument. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, écoute, on pourra continuer la discussion là-bas. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup, Alexis. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoutez, je vais pas faire trop long pour cette outro, comme on dit, cette fin d'épisode, parce que je l'enregistre pas avec mon micro classique. Alors vous n'entendrez peut-être pas la différence grâce au super outil Adobe Podcast qui permet de retravailler le son. Mais voilà, je suis à Digital Village dans une petite pièce, pas dans mon confort habituel pour enregistrer mes intros et mes outros, donc voilà, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cet échange avec Olivier, ça fait un moment que j'y pensais. Voilà, on va continuer à faire le tour, hein, évidemment, des éditeurs dès qu'on en aura l'occasion dans ce podcast. Et puis pour la semaine prochaine, je vais interviewer, d'ailleurs j'y vais là dans quelques instants, interviewer Valentin de No Code Factory,
Voilà, donc je sais que les sujets autour des agences fonctionnent bien dans le podcast. Alors, c'est pas parce que ça fonctionne bien que je fais des épisodes là-dessus spécialement, mais je sais que ça vous intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Je trouve ça passionnant, ayant moi-même géré une agence, comme vous le savez peut-être. Pas une agence no-code, mais une agence traditionnelle. Je suis toujours hyper intéressé de voir comment les agences fonctionnent, donc on va beaucoup parler de ça. Je pense que ça sera très inspirant. D'autant plus une agence comme No Code Factory qui fait des choses quand même assez intéressantes d'un point de vue technique, mais pas que, qui a des très beaux clients aussi, qui a vraiment sur le design aussi des grands points forts. Donc voilà, on va parler de tout ça. J'ai assez hâte. Et puis voilà, et puis j'ai pas d'épisode d'ailleurs calé encore après. Voilà, mais bon, vous l'avez compris maintenant, depuis que j'ai passé l'épisode 100, bah écoutez, c'est un petit peu au rythme voilà, des rencontres et puis du temps que j'ai de dispo, parce que j'avoue, j'ai aussi pas beaucoup de temps de dispo en ce moment. Beaucoup de travail avec nos nouveaux formats, de bootcamp, avec les mises à jour des formations. On a beaucoup de choses, donc voilà, mais j'essaierai de profiter de l'été peut-être pour refaire des épisodes. Et puis on verra. Et puis je n'oublie pas aussi mon podcast en anglais que j'ai un petit peu laissé à l'abandon parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup voyagé aussi, à part évidemment la No Code Week. La No Code Week à Barcelone d'ailleurs, qui n'aura pas d'épisode audio parce qu'en fait je vais le dire très franchement, je me suis foiré dans les enregistrements en fait que j'ai fait. J'avais un nouveau téléphone et j'avais pas remarqué qu'il se mettait pas sur le bon micro. Enfin bref, je vous passe les détails, j'étais un peu dépité. Donc voilà, donc il n'y aura pas de ça. Mais il y a évidemment le très belle vidéo qu'a fait Stan, donc qui est encore mieux qu'un podcast. Donc voilà, bon, c'est différent, mais en tout cas, on a quand même un petit peu de documentation de cet événement-là. Et puis voilà, et puis bah écoutez, je m'arrête là. J'ai fait quand même plus long que ce que je pensais. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, no code est bien.